Bonjour à tous. On va enregistrer. C'est bon. Ouais, on va attendre encore quelques minutes que tout le monde arrive, ou sinon tout le monde au moins un petit quorum. Cette réunion va être enregistrée pour qu'on puisse éventuellement la rediffuser en replay derrière. Si vous avez des IA avec vous, merci de bien vouloir les déconnecter. Voilà, et puis sachez qu'on vous enverra les slides postérieurement donc à la réunion. Donc, voilà, nul besoin de faire des copies d'écran. Vous pouvez vous concentrer sur le message qu'on vous tient. Peut-être faire un rapide tour de table en attendant de commencer la réunion. Arrive à 100, je pense qu'on va pouvoir y aller. Du coup, Julia Dader, travaille à l'Observatoire de l'immobilier durable sur tout ce qui est finance responsable et programme de recherche européen. Et moi, Constance Magnus, je travaille aussi à l'OID en finance responsable sur la taxonomie et la CFRD et le baromètre de l'immobilier responsable. Adrien Boulez, je suis senior manager dans les équipes de Deloitte et on accompagne un certain nombre de clients du secteur, à la fois en conseil et aussi en audit de vérification sur leur rapport de durabilité. Et bonjour à tous, Léa Lantine, je travaille également chez Deloitte dans l'équipe audit et assurance sustainability. Voilà, on est plus de 100 participants, donc merci à tous pour votre présence. On va pouvoir du coup, commencer. En guise d'introduction, voilà, on va faire un petit rappel donc, des différents temps d'échange qu'on va avoir dans cette heure et demie qu'on va passer ensemble. Je vais introduire un petit peu le sujet en parlant de la méthodologie et des différents points qui ont permis de mener cette étude, avant de rentrer un peu plus dans le détail à la fois donc, sur le SRS2 et voir la structuration un peu des rapports et des éléments inhérents à la matérialité, avant qu'on ne rentre dans les détails à la fois des ESRS environnementaux, puis des ESRS sociaux et de gouvernance, avant de finir sur la taxonomie et de conclure. Concernant la méthodologie, alors on a analysé donc 9 sociétés différentes. Pourquoi ce choix des 9 sociétés? Parce que c'est celles qui avaient publié au format du rapport de durabilité au moment où nous avons commencé du coup notre étude. Certaines, donc, on pourrait voilà, regretter que certains acteurs majeurs ne figurent pas dans ce panel, mais donc soit ils n'ont pas encore publié au format ESRS, soit leur publication est décalée par rapport aux publications de début d'année, soit tout simplement ils ne sont pas concernés par la vague 1. Dans ce panel, donc 9 sociétés et donc 6 acteurs de la promotion. Si on prend les thématiques finalement assez largement, on s'aperçoit que nous avons une majorité, donc 8 thématiques en fait, qui ressortent assez régulièrement donc pour chaque entreprise. Les absents, en fait, la seule ESRS qui est assez peu matérielle finalement, c'est le SRS E2. C'est pour ça que nous ne vous parlerons pas beaucoup de cette ESRS, mais ce n'est pas la seule chose dont nous ne vous parlerons pas, car quand on rentre un petit peu dans le détail, on voit que certaines thématiques ont été éludées. Si on descend du coup d'un échelon, c'est-à-dire au niveau de la sous-thématique, telles qu'elles sont listées dans la R16, on présente un tableau un petit peu différent. Donc avant de rentrer dans le détail, on doit préciser un certain nombre de points méthodologiques. C'est-à-dire que pour construire donc, les statistiques que vous voyez à l'écran, nous sommes repartis des descriptions des euros jugés matériels dans la section ESRS 2 des rapports. Certains éditeurs ont préféré donner des versions très simplifiées dans cette partie-là et des versions plus détaillées au sein de chacune des ESRS, où on n'a pas forcément le niveau de détail suffisant pour pouvoir attribuer correctement une thématique. Donc les pourcentages que vous avez à l'écran sont probablement un petit peu inférieurs à ce qu'on trouve dans la réalité. Ne vous inquiétez pas, on vous donnera une version plus détaillée qui figurera en annexe du document qu'on vous enverra par la suite. Si maintenant on se concentre
sur les principaux messages qu'on peut avoir, on s'aperçoit que, eh bien, sans surprise, le SRS Climat est dans son intégralité présente dans le rapport. Donc on n'a pas fait figurer du coup E2. Sur la partie eau, vous voyez à l'écran qu'on a donc la sous-thématique, mais aussi la sous-sous-thématique, quand celle-ci nous paraissait importante. Donc, en l'occurrence, vous vous êtes concentré pour l'eau sur la partie consommation et moins sur les autres éléments. On voit que biodiversité, il y a une pluralité véritablement de sous-thématiques qui sont matérielles, tout comme sur économie circulaire, à l'exception près, quand même sur économie circulaire, des ressources sortantes, qui sont les grandes absences de ces thématiques les plus matérielles. Côté social, un focus donc sur les effectifs de l'entreprise, sur les conditions de travail, avec les éléments de santé et sécurité qui ressortent, ainsi que les éléments concernant le traitement des chances, donc les éléments liés à la formation. Côté S2, c'est-à-dire sur la chaîne de valeur, également les conditions de travail, un focus vraiment présent sur la santé et la sécurité. Sur S3, donc les droits économiques et sociaux, culturels, sans qu'aucune véritable sous-thématique ne se dégage. Et côté consommateurs et utilisateurs finaux, on s'intéresse donc plutôt à la sécurité et à l'inclusion sociale. Enfin, en gouvernance, tous les sujets sont un petit peu matériels, pas de sujet qui se dégage précisément. On vous a fait figurer, slide suivante, la liste des sous-thématiques non matérielles. Donc, bon, il y en a 92 au total, donc on ne les a pas toutes fait figurer sur cette slide par souci de lisibilité. Pour autant, on peut voir que donc, au pied du podium, c'est-à-dire inférieur à 40% du panel, on a quand même des thématiques d'accès aux produits et aux services qui rentrent. Et je voulais mentionner un grand absent, donc vous voyez qui est encadré sur la partie gauche, qui est le flux de ressources sortantes, qui est un peu lié sur les produits classiques, c'est les indices de réparabilité, etc. Sur les produits donc du bâtiment, on pourrait s'attendre à voir des éléments inhérents à l'augmentation de la longévité, la flexibilité dans les usages, enfin tout ce qui va permettre d'augmenter la durée de vie de ce qu'on met effectivement sur le marché. Dans les slides suivantes, sans qu'on y passe trop de temps, vous verrez un certain nombre de récapitulatifs donc des zéros. On a essayé de synthétiser les formulations les plus répandues. Je ne rentre pas dans le détail, vous pourrez effectivement regarder cela d'un peu plus près. Donc, vous avez à l'écran celle sur la partie environnement. Et du coup, sur la slide suivante, slide 8, on a celles qui sont inhérentes aux éléments sociaux et de gouvernance. Concernant les observations qu'on a pu voir sur les rapports, donc en slide 9, on a synthétisé un certain nombre d'éléments que les commissaires aux comptes ont voulu porter à l'attention des lecteurs. C'est ça une observation, c'est on décide de valider quelque part le contenu, mais néanmoins on attire l'attention du lecteur sur des points précis du rapport. Donc on a un certain nombre d'incertitudes inhérentes à la qualité et à la méthodologie des données, voilà, parfois des recours à des estimations quand on ne peut pas donner de la donnée réelle, certains data points qui ne sont pas publiés. Vous avez le détail ici. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'aucune entreprise n'a fait l'objet de réserve. Donc, c'est-à-dire que le contenu a été, pour cette première année, validé. Les commissaires aux comptes ont conscience que c'est un exercice difficile. Et donc, pour cette première année, on fait preuve de relative bienveillance. Pour autant, eh bien, elle ne pouvait pas valider en l'état 100% des rapports sans ne rien dire. Et c'est pourquoi 100% des entreprises ont fait l'objet d'au moins une observation. On verra un certain nombre de choses un peu plus loin. Concernant les visuels qui nous semblaient intéressants de vous montrer, tout au long de la présentation, on vous fera des petits focus sur les parties des rapports qui nous paraissent les plus intéressantes. Ici, on met en avant donc, la matérialisation de la chaîne de valeur pour Nexity, qu'on a trouvé graphiquement très abouti. Alors là, c'est un peu petit pour vos yeux. Vous pourrez zoomer quand on vous enverra les slides. Mais voilà, on a trouvé que la chaîne de valeur était très bien présentée. Slide suivante aussi, on a un récapitulatif, toujours chez Nexity, très bien fait, du dialogue mis en place avec les différentes parties prenantes. Voilà pour cette partie ESRS 2, on n'a pas forcément eu le temps de rentrer plus dans le détail.
Et du coup, maintenant, on va rentrer dans chacune des ESRS. Et puis, je vais commencer du coup avec la partie atténuation du changement climatique. L'atténuation, un sujet central auprès de l'entreprise et qui contient des plans de transition, ce qui était un élément très attendu puisque c'est ce plan de transition qui permet à une entreprise de bien détailler sa stratégie climatique et donc d'avoir des trajectoires qui doivent être comparées avec les accords de Paris. Avec une limitation, une référence précise faite à la limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré. Il ne leur a pas échappé dans l'actualité que c'est déjà perdu, mais c'est pas grave. Sur ce premier exercice, il y avait cet élément-là qui était important à montrer. À noter que l'EFRAG revoit peut-être sa position dans la mise à jour des ESRS et que peut-être les références à ce scénario 1,5 degré, devront peut-être changer. On constate donc que tout le monde a fait référence à ce plan de transition. Les acteurs qui n'ont pas publié véritablement le plan de transition se sont mis dans l'objectif de le publier, et ce, dès l'année prochaine. Donc 67% l'ont déjà publié, donc 33% ne l'ont pas fait. Et après, on a des pratiques un peu différentes quand on fait référence au scénario de limitation du réchauffement. Certains avancent bien le scénario, c'est une limitation à 1,5 degré. D'autres faisaient plutôt référence, en majorité d'ailleurs, à un scénario well below. Et c'est pas aussi manichéen, c'est-à-dire qu'il faut rentrer un petit peu dans le détail, parce que parfois, par scope, on a des différences également. C'est-à-dire que certains utilisent du 1,5 sur scope 1 et 2 et du well below 2 sur le scope 3. Le volume de pages est assez homogène sur ce plan de transition, donc en moyenne à peu près 8 pages. Quelques disparités donc sur la publication, on a un petit peu parlé. Beaucoup de visuels avec des représentations graphiques assez intéressantes. En revanche, peut-être un écueil, c'est-à-dire la nécessité de faire le lien véritable entre les dépenses d'investissement qu'on constate dans les plans de CAPEX, donc inhérents au changement climatique, et bien entendu les éléments qu'on retrouve côté taxonomie. C'est une obligation du texte. À date, seules 3 entreprises sur les 9 l'ont fait correctement. Autre écueil, la partie émissions verrouillées. Là, c'est assez logique puisqu'il n'y a pas de définition précise qui existe encore. Donc, on a beaucoup à ce stade d'analyse quantitative. Certains considèrent qu'ils n'en ont pas, d'autres se contentent d'informations qualitatives. Mais on attend des précisions, notamment des l'EFRAG, sur la définition de ces émissions. Donc, pour l'année prochaine, il faudra donner un peu plus de détails sur ces plans de transition, sur les modalités de leur financement, et ainsi que sur le calcul des émissions verrouillées, pour commencer à avoir de la donnée un petit peu quantitative, ce serait bien, et systématiser bien sûr le lien avec le règlement taxo. On vous a mis donc en visuel sur la slide suivante, voilà un exemple d'ICAT qui avait bien fait le lien donc avec ces CAPEX côté taxo. On voit bien les différentes activités auxquelles ça se rattache. On voit aussi la partie alignée de ces CAPEX et donc la partie sur l'année en cours et la partie réalisée, ou plutôt projetée pour les années à venir. Donc, on a estimé que c'était une bonne pratique. Sur la slide suivante, on voit les différents leviers de décarbonation. C'est les leviers de décarbonation qui sont des actions, des technologies, des changements qui vont permettre aux entreprises de réduire évidemment les gaz à effet de serre. On les a regroupés par typologie parce que c'était plus simple pour vous les présenter. On a donc un tiercé gagnant avec l'efficacité énergétique, les matériaux bas carbone et le mix énergétique qui sont présents donc chez 8 ou plus de ces acteurs. On pourrait penser que ces thèmes peuvent parfois être regroupés. Les acteurs ont pris le soin de bien les détailler. Donc, être vigilant en fait sur les définitions qui en sont faites. On pourrait par exemple estimer que l'éco-conception intégrerait les matériaux bas carbone. Or, les acteurs ont manifestement bien fait la différence et donc se concentrent sur une définition plus liée au bioclimatisme dans cette partie éco-conception que la partie matériaux bas carbone. On peut aussi regretter que la partie rénovation n'ait pas été plus citée quand on sait qu'au mètre carré livré, elle est 15 fois moins émissive que la construction neuve. Mais bon, c'est peut-être qu'à l'avenir, on aura, notamment pour les foncières, un recours
à la rénovation qui sera plus important. C'est tout sur cette partie atténuation. Je laisse la main, du coup, pour qu'on puisse vous parler maintenant d'adaptation d'énergie. Merci, Adrien. Donc, on passe maintenant au deuxième sous-enjeu de l'ESRS E1, c'est celui qui est consacré à l'adaptation au changement climatique. Un des risques qui ressort le plus de ce sous-enjeu, c'est le risque financier, qui est lié à la dévalorisation des actifs. En effet, des immeubles obsolètes pourraient baisser, voire interrompre leur activité. Et cela pourrait nécessiter des coûts de CAPEX ou d'OPEX très importants. Il y a aussi un risque financier qui est lié à d'éventuels surcoûts d'assurance. À l'inverse, les entreprises ont aussi identifié des opportunités à l'adaptation au changement climatique pour des conceptions et des infrastructures résilientes et une opportunité d'attractivité pour les bâtiments adaptés. Elles voient aussi une opportunité pour un nouveau marché de solutions d'adaptation. On constate donc une vraie conscience des risques de marché, de l'exposition des actifs aux risques climatiques et des risques réglementaires. Ici, l'élément important de ce sous-enjeu, c'est l'analyse de résilience. Toutes les entreprises analysées en ont fait une, c'était demandé par la CSRD, mais avec un certain cadre, comme le type de risque climatique, physique ou de transition, le périmètre de l'analyse et la description de la capacité à ajuster ou à adapter la stratégie et le business model au changement climatique. Pour les analyses de résilience qui ont été faites, les risques physiques qui pèsent sur les actifs sont identifiés selon les scénarios climatiques du GIEC avec les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre les plus élevés, donc le SSP 8,5, pour anticiper le pire scénario. Et pour les risques de transition, ils ont utilisé le scénario Net Zero 2050. Dans notre panel de sociétés analysées, il y a 3 horizons temporels qui ont été les plus utilisés, 2030, 2050 et 2100. Sur les outils et les référentiels qui sont utilisés, on a pu relever Transition 2050 de l'ADEME, l'outil CREM pour les trajectoires de décarbonation et l'outil BATADAPT de l'OID. Il y a aussi une demande de la CSRD qui était en phase-in, c'est-à-dire que c'était une possibilité de publier là-dessus, mais pas encore une obligation. Il y a 2 sociétés qui ont publié dessus. Il s'agissait des incidences financières des risques identifiés. On va le voir après, on a montré des exemples des 2 sociétés qui ont publié dessus. Pour les cibles, elles viennent surtout compléter les analyses de risques physiques et la mise en place des solutions d'adaptation. On peut voir juste après donc des 2 extraits des rapports de ICAD et de Covivio, sont les 2 sociétés qui ont publié sur leurs incidences financières. Donc les bonnes pratiques à retenir sont une description synthétique des risques, le détail de l'impact financier potentiel et aussi la part des actifs qui sont concernés par ces risques. L'intérêt de vous montrer ces 2 exemples-là, c'est une présentation claire et synthétique qui permet de bien identifier, de bien quantifier le risque pour pouvoir mettre en place des actions dédiées. Et on passe maintenant au 3e sous-enjeu de l'ESRS E1, qui est l'énergie. L'énergie est au cœur de la transition. Il est matériel pour 100% des entreprises du panel. Il faut noter que ce sous-enjeu énergie, il est parfois intégré dans l'enjeu plus large de l'atténuation du changement climatique avec une approche plus systémique. On remarque une prise de conscience par toutes les entreprises sur le fait que leur consommation d'énergie, et notamment le recours aux énergies fossiles, a un impact négatif direct sur l'environnement, et que réduire la consommation d'énergie est clé pour réduire les émissions de scope 2 et 3. Les risques liés à des bâtiments trop énergivores sont bien identifiés par tous, avec en premier le risque financier et réglementaire lié à la volatilité des prix de l'énergie, au coût d'une mise en conformité et aux pénalités associées. Il est aussi apparu par une partie des acteurs, toujours dans le risque financier, celui de la difficulté d'accès à l'énergie et du risque de dépréciation des actifs énergivores, qui peuvent causer aussi par la suite un risque réputationnel avec une mauvaise image de l'entreprise. Il y a aussi des opportunités qui ont été publiées.
comme l'autoconsommation ou la revente d'énergie. Tous les indicateurs de suivi, ils sont clairement définis et publiés. Ils publient tous le pourcentage d'énergie renouvelable dans la consommation totale, avec des pourcentages variés qui vont de 7 à 93%. Ils publient tous leur intensité énergétique, soit en mégawattheure par million d'euros de chiffre d'affaires ou en mégawattheure par mètre carré, construit ou exploité. 5 sociétés publient l'énergie totale consommée par les opérations propres, qui va entre 3 et 50 gigawattheures, et 500 pardon. Concernant la consommation d'énergie renouvelable, les outils contractuels qui sont utilisés sont listés ci-dessous, donc des certificats de garantie d'origine qui prouvent que la quantité consommée est bien, qui est injectée dans le réseau vient bien d'énergie renouvelable, des certificats d'énergie renouvelable, contrats d'achat d'électricité, production et autoconsommation. Tous les acteurs étudiés ont mis en place au moins une de ces solutions ou alors ils s'y préparent activement. Une des demandes dans ce sous-enjeu, c'est le calcul des émissions liées à la consommation d'énergie. Concernant la méthodologie de calcul, les entreprises ont bien publié les données market-based et location-based, qui sont les deux méthodes de calcul demandées par la CSRD. Pour conclure sur ce sous-enjeu énergie, c'est un levier de transition environnementale avec des données des entreprises précises et méthodologiques qui permettent de mesurer leur évolution. Malgré la dépendance énergétique, les entreprises ont une capacité à créer de la valeur avec la performance énergétique. Et maintenant, on va passer à l'ESRS E3. Donc, comme l'a expliqué avant, on ne s'étend pas plus sur le SRS E2. Donc, sur les ressources aquatiques et marines, il est matériel pour 5 sociétés sur les 9 du panel. Il faut rappeler que c'est un sujet qui a fait un certain débat, mais en fonction du business model, la consommation d'eau pouvait être considérée comme faisant partie des opérations propres ou non. Et les entreprises ont pu considérer cette thématique matérielle ou non, seulement sur la chaîne de valeur. Donc, les data points qui traitent des opérations propres n'étaient pas forcément à publier. Donc, le sous-enjeu des ressources aquatiques n'est matériel, lui, pour aucune entreprise, mais c'est celui de la gestion de l'eau qui l'est, et notamment le sous-enjeu des consommations d'eau. La quasi-totalité des acteurs publient sur l'impact négatif sur les ressources en eau consommées dans toute la chaîne de valeur du bâtiment, que ce soit au niveau des chantiers, des matériaux de construction ou la consommation des occupants. Certains publient aussi sur l'impact de la consommation d'eau sur le stress hydrique et la dégradation des milieux naturels. Et ces impacts négatifs comportent des risques financiers comme l'augmentation des coûts et des charges ou des difficultés d'approvisionnement. Il faut noter que peu d'entreprises ont une politique dédiée permettant de réduire la consommation d'eau, mais c'est le plus souvent intégré dans un plan d'adaptation qui, lui, prend en compte la thématique de l'eau. Parmi les indicateurs publiés, on a pu voir que 4 sociétés sur les 5 mesurent leur consommation totale d'eau. 2 mesurent l'eau qu'ils recyclent. On a pu voir aussi des indicateurs sur les consommations par type d'actifs, donc des bureaux ou des centres commerciaux, et aussi par type d'eau, comme les eaux municipales, les eaux souterraines, les eaux de pluie ou les eaux de surface. On va le voir après dans un extrait des rapports. Les données, elles sont à la fois estimées ou mesurées. Il n'y a pas eu de tendance qui ressortait, et parfois même avec d'abord une estimation, le temps ensuite de récupérer les données réelles via des factures, des débitmètres ou les relever par des techniciens. Les 5 entreprises mesurent leur consommation d'eau dans les zones de stress hydrique. Pour cela, il y en a 2 qui représentent les risques de stress hydrique via l'outil cartographique Aqueduct et 2 via l'outil d'analyse Climate Valuatrice du MSCI. On peut voir dans les illustrations après des extraits des rapports de Altaria, Covivio et URW, avec justement l'intérêt de bien montrer le découpage précis par partie commune ou privative, par type d'actifs ou par type de la provenance de l'eau,
Ce découpage précis permet de mettre en place des plans d'action spécifiques ensuite. Et dans l'autre illustration qui permet de montrer les consommations d'eau dans les zones de stress hydrique. Je laisse la parole pour la biodiversité. Et on passe maintenant, on passe maintenant à l'ESRS E4, donc sur la biodiversité. 8 entreprises sur 9 ont identifié E4 comme étant matériel, avec au niveau des sous-thèmes, 2 sous-thèmes qui ressortent, avec 67% des acteurs qui l'ont considéré comme matériel. Ce sont les impacts sur l'étendue et l'état des écosystèmes et les vecteurs directs de perte de biodiversité. On comprend que l'impact le plus important se trouve au niveau de l'activité de construction, et les pressions sur la biodiversité principalement touchées sont le changement d'usage des sols, avec le développement de sites d'extraction et de transformation, les émissions de gaz à effet de serre, avec la consommation d'énergie pour extraire les minerais et les transformer, et la pollution, donc l'écotoxicité et l'eutrophisation, donc la pollution de l'eau et des sols associés au traitement des minerais. Pour aborder la biodiversité, les entreprises ont eu recours à une pluralité d'outils. On les voit dans le tableau sur la slide. Et on voit aussi que c'est l'outil encore qui se démarque, car toutes les entreprises y ont recours. C'est un outil d'analyse des DIRO, donc dépendance, impact, risque et opportunité. Et on voit aussi qu'il y a une pluralité de méthodes qui ont été utilisées. Et certains outils sont utilisés par une seule entreprise, comme Predict ou BBF, donc Building Biodiversity Footprint. Et pour fixer leurs objectifs biodiversité, les entreprises ont recours à des cadres. 33% font référence aux objectifs de Coming Montréal, 11% à la stratégie de l'Union européenne en faveur de la biodiversité et 22% aux limites planétaires. À garder en tête que la CSRD demande que l'information soit précisée pour les 2 premiers cadres. Ensuite, sur la slide suivante, on souhaitait faire un zoom sur SBTN et TNFD, qui sont des cadres méthodologiques qui sont complémentaires pour réaliser une analyse nature. Donc SBTN d'un côté, c'est Science Based Target Network, c'est un cadre de fixation d'objectifs nature, et TNFD de l'autre, Task Force on Nature Related Financial Disclosure, est un cadre de reporting volontaire qui est axé autour de l'approche LEAP pour son déploiement pour réaliser l'analyse des DIRO. Et justement, la méthode LEAP est déclinée en 4 étapes, comme on peut voir sur le graphique. Donc, locate, evaluate, assess et prepare. Et on retrouve des éléments communs entre LEAP et SBTN, parce que ces 2 méthodologies sont en fait assez miroirs. Et les 2 permettent de répondre à une partie des exigences de publication de la TNFD. Et SBTN et TNFD fonctionnent ensemble parce que dans le cadre de son approche, la TNFD recommande l'utilisation de SBTN pour la phase de fixation d'objectifs en matière de préservation de la nature. On le voit en haut à droite, dans le panel des acteurs analysés, il y en a 7 qui utilisent la TNFD comme cadre méthodologique et 2 qui fixent leurs objectifs nature sur base de la méthodologie SBTN. Qu'elle garde en tête que les 2 ne sont pas mutuellement exclusifs et on sera sûrement amené à l'avenir à voir la plupart des acteurs utiliser les 2 ensemble. Sur la slide suivante, on aborde les indicateurs. Donc, les principaux sont repris dans les 2 tableaux que vous voyez et triés selon les indicateurs des acteurs dans la construction et dans l'exploitation. La norme E4 est assez peu prescriptive sur les indicateurs quantitatifs sur E4. C'est pourquoi on retrouve un grand nombre d'indicateurs différents sur le haut de la slide. Encore, on a mis seulement les principaux. Et on note que, parce qu'on voit de tout ça, c'est qu'on note que les niveaux d'ambition varient sur la fixation d'objectifs en lien avec l'objectif zéro artificialisation nette, donc de ZAN, et le suivi de l'artificialisation au moyen d'indicateurs. Et là, le coefficient de biotope par surface harmonisée, donc CBSH, qu'on trouve dans le tableau à gauche, serait une piste de réponse potentielle pour harmoniser les pratiques. Le CBS étant déjà utilisé par plusieurs entreprises du panel, mais on y revient dans la slide suivante. Mais juste avant, on va faire un zoom sur les zones sensibles sur le plan de la biodiversité. Donc, le nombre de sites situés à proximité de zones sensibles sur le plan de la biodiversité, c'est une métrique qui est requise par la CSRD. On note cependant des approches assez hétérogènes de la part des acteurs pour répondre à cette exigence.
On le voit déjà premièrement dans les chiffres. Donc 7 entreprises sur 9 indiquent posséder des sites à l'intérieur ou à proximité de ces zones, et 6 sur 9 publient le nombre de sites concernés, et 5 sur 9 entreprises publient la superficie de ces sites. En fait, la norme demande d'indiquer les zones sensibles sur le plan de la biodiversité, affectées par les sites matériels dans le cadre des activités propres de l'entreprise. Dans la version en anglais, c'est Own Operations. Et à date, on n'a pas de définition claire du Own Operations. Donc, on espère avoir de la guidance de la part de l'EFRAG à l'avenir sur ces éléments. Et en attendant, la question que votre CAC vous posera afin de déterminer s'il s'agit de vos opérations propres, c'est est-ce que vous avez le contrôle opérationnel sur la construction? Alors, pour le moment, il paraît difficile de dire que ce n'est pas le cas lorsqu'on parle d'un site de construction et que l'émetteur du rapport est un promoteur. Voilà ce qu'on peut vous dire à ce sujet. Et sur la slide suivante, on aborde les pratiques à venir. Donc tout d'abord, je vous l'avais promis, du CBS au CBSH. Donc le CBS, c'est le coefficient de biotope par surface. Il nous vient de la mairie de Berlin. Il est repris par l'ADEME ensuite dans ses fiches outils. On en voit un exemple sur la slide, à droite de la slide. Et chaque acteur utilise après une version personnalisée du CBS qui décrit en fait la proportion des surfaces favorables à la biodiversité par rapport à la surface totale d'une parcelle. Vient ensuite le CBS harmonisé, donc le CBSH, qui a été établi par le groupe de travail biodiversité, le GT7, qui est piloté par le CSTB dans le cadre de la stratégie CAP 2030, et qui s'insère dans un contexte de réflexion à un niveau plus global, soutenu d'ailleurs par l'État français, pour faire émerger un cadre commun de référence. Et cet indicateur qui va de 0 à 1 permet d'évaluer et de comparer la capacité d'accueil de biodiversité d'un site par l'ajout de milieux naturels, donc par exemple des prairies, des masses d'eau. Et en fait, c'est plus précis que le CBS parce que la nomenclature du CBSH englobe 41 catégories différentes d'occupation du sol, ce qui offre donc un degré de précision adapté à la caractérisation des paysages urbains variés. On pourrait, de prime abord, considérer que 41 typologies différentes complexifient un tel outil, mais il n'en est rien parce que le CSTB a mis en place, début 2025, un outil de calcul pilote qui est plutôt user-friendly et qui gomme cette complexité. Et puis, le point suivant, c'est de la stratégie biodiversité au plan de transition biodiversité. Donc, d'un côté, on a des stratégies biodiversité qui existent et qui sont basées sur ce qui se passe au niveau de l'asset et du site de construction en lui-même. Après, on a de l'autre côté assez peu d'informations sur l'empreinte matière des matériaux de construction. Donc, on pense par exemple à la pression exercée par le prélèvement du sable nécessaire au béton dans un milieu donné. Et dans les années à venir, on pense que les stratégies biodiversité plus complètes adresseront ces deux parties, donc la partie sur site, in situ, et hors site, ex situ. Et de l'autre côté, on a le plan de transition biodiversité. À date, on n'a pas de véritable cadre pour définir ce qu'est un plan de transition biodiversité. On identifie un besoin de guidance assez important et un besoin que les acteurs se parlent en attendant justement la guidance de l'EFRAG. Pour autant, on voit sortir différents cadres, on pense à WWF par exemple et d'autres. Et si on fait le parallèle avec le plan de transition climat, on peut insister sur la déclinaison opérationnelle du plan de transition. Donc, on sera sûrement amené à avoir gouvernance, cible, métrique, plan d'action avec les budgets associés. Et on voit sur la slide que bien qu'aucune entreprise n'ait publié de plan de transition, elle se projette dessus. Donc, on voit 2 entreprises sur 9 qui annoncent une publication en 2025 et 3 entreprises sur 9 qui annoncent une publication à venir, mais sans date annoncée. Donc, 5 entreprises annoncent un plan de transition à venir. Et c'est tout pour la biodiversité. Je vais donc reprendre la main pour vous parler un petit peu d'économie circulaire. Vous voyez dans la partie haute donc, les éléments à retenir. Donc, on a des engagements affirmés par les sociétés qui sont assez bien pris, donc des politiques structurées sur l'éco-conception et l'approvisionnement durable qui s'imposent dans les pratiques. On voit qu'on a des politiques d'éco-conception sur 89 qui ont été publiées pour 89% des acteurs. Et parmi les foncières, on voit que 100% ont une politique gestion de déchets publiée.
Alors, il faut préciser un petit peu, parce que cette gestion de déchets, c'est plutôt la gestion de déchets sur l'exploitation de leur site, pas forcément la gestion de déchets inhérente à la construction en elle-même. Donc, voilà, il faut garder ça en tête. Vous vous souvenez, on a 3 thématiques principales, ressources entrantes, ressources sortantes et déchets dans cette partie ECRS E5, économie circulaire. Donc on a dit, cette partie qualitative est bien structurée. Pour autant, il faut garder en mémoire, notamment sur la partie ressources entrantes, qu'on doit théoriquement donner le poids total des produits, le pourcentage de matières biologiques, le poids en valeur absolue et en pourcentage des composants issus des différentes catégories du réemploi. Bon, à date, on n'est pas tout à fait sur ce niveau de détail et chez tous les acteurs, et on a besoin d'un renforcement de la donnée qualitative sur cette partie-là. Sur la gestion de déchets, on a parlé un petit peu chez les foncières, on a vu qu'elles étaient assez matures sur cette partie-là. C'est notamment parce que l'EPRA en fait pousse dans ces outils quelque part une méthodologie assez claire là-dessus, et donc ils ont une forme de maturité qui était antérieure à la publication de la CSRD. On voit sur la partie déchets de construction maintenant, sur la partie donc au centre de votre écran, une forte disparité sur la qualité de la donnée qui est fournie. On a parfois de la donnée qui est non publiée, dans un peu moins de la moitié des cas de la donnée réelle, plutôt chez les acteurs multidisciplinaires du secteur. On a aussi beaucoup de données réelles, mais sur un périmètre qui est limité, et certains qui ont recours à des données estimées qui semblent assez peu, on va dire perfectibles dans les années à venir. Il est donc nécessaire de renforcer la structuration de la donnée quantitative côté déchets. Il n'y a pas de tableau obligatoire pour donner ce détail. Néanmoins, on a des données assez précises dans les SRS où on va les donner par typologie d'exutoire, de valorisation matière, de valeur énergétique ou d'enfouissement et autres. On l'a déjà mentionné au début de ce webinaire, c'est quelque chose qui, moi, m'attriste profondément. On a une thématique de l'économie circulaire qui est absente, qui est celle qui est liée aux ressources sortantes, c'est-à-dire ce qu'on met véritablement sur le marché. On aimerait que ces éléments-là soient plus détaillés. J'aimerais à titre personnel que ces éléments-là soient plus détaillés dans les années à venir. Et ça fait le lien avec la politique des compensations. Donc tout ce qui est réparabilité, donc en l'occurrence démontabilité, adaptabilité, flexibilité, qui sont des thématiques qu'on retrouve d'ailleurs côté taxonomie, et bien qu'elles soient plus mises en œuvre dans les années à venir. Sur la slide suivante, on vous a mis un exemple de Covivio qu'on a trouvé particulièrement pertinent. Covivio fait preuve d'une véritable transparence en étant clair sur le fait qu'il n'avait pas nécessairement les infos à date, mais qu'il se projette bien sur les années à venir avec des jalons clairs pour se mettre sur la route d'avoir de la donnée quantitative fiable. Et c'est bien cela. On salue cette preuve de transparence qui donne un cap très précis dans les années à venir. Autre exercice de transparence, celui d'Unibail, qui liste bien du coup le poids total des matériaux utilisés. La méthodologie pour les estimations était assez probante, et du coup on peut s'en inspirer dans les premières années, avant de remplacer bien sûr cette donnée estimée par de la donnée calculée. C'est tout sur la partie environnementale. Maintenant, on va se parler de la partie sociale. Oui, tout à fait. Je vais vous présenter donc les ESRS sociaux, le SRS gouvernance, et on terminera sur une partie taxonomie. C'est vrai qu'on ne vous l'a pas représenté en début de webinaire, mais n'hésitez pas à poster vos questions dans le Q&A. On avait fait un choix de plutôt répondre à la fin du webinaire, mais voilà, il y aura un espace d'échange en tout cas, donc n'hésitez pas à les proposer et on pourra y répondre ensuite. Merci pour la première question qui a été posée d'ailleurs. Alors, donc, pour la partie sociale, donc, le SRS1 effectué dans l'entreprise, qui est un peu le SRS le plus important de toute la partie sociale, qui a été d'ailleurs un SRS obligatoire dans les versions antérieures du texte avant qu'il soit publié, avant que la CSRD soit publiée telle qu'on la connaît. C'est un SRS assez fourni, on a le nombre de pages ici de à peu près en moyenne 21 pages, en vrai c'est plus une quinzaine de pages. Pas tout, sauf un acteur qui a publié 48 pages. C'est un ESRS assez fourni qui présente en fait vraiment quelle est la culture de l'entreprise, quelles sont
les procédures ressources humaines, les valeurs, la culture organisationnelle. Finalement, en fait, c'est beaucoup de données RH qui sont mises au format CSRD pour se fournir avec un site de reporting. Les impacts, risques et opportunités majoritaires sont sans surprise des conditions de travail, qui comprennent notamment la santé et la sécurité pour les salariés, et plus étonnamment, tout ce qui est formation et développement de compétences. Alors qu'il y avait beaucoup d'exemples de publications qui étaient en phase-in pour ce premier exercice de reporting, qui n'était pas obligatoire pour la première année. Citation de terrain décent. Et le deuxième type d'impact, risque et opportunité qui a été beaucoup traité par les acteurs sont l'égalité de traitement et l'égalité des chances pour tous, ce qui comprend l'égalité de genre et de rémunération pour un travail à valeur égale, ainsi que l'emploi et l'inclusion des personnes handicapées. Et enfin, on retrouve aussi des impacts risques et opportunités spécifiques, c'est-à-dire qui ne sont pas listés par le texte, mais que certaines entreprises ont décidé de présenter dans cette partie, notamment le sujet du bien-être, qui revient quand même assez souvent, qu'on peut rattacher en fait à la santé et sécurité, même si ça va un petit peu plus loin. Et enfin, Altaria proposait plusieurs impacts risques et opportunités différents, dont le partage de la valeur, ce qui est assez original car elles sont les seules à publier sur ce sujet. Donc, comme je disais, on a un standard assez complet. Il y a beaucoup d'objectifs, notamment, qui sont présentés dans ce standard. Donc, 8 sociétés sur 9 vont présenter des objectifs. 9 sociétés sur 9 publient ce standard, ce que je n'ai pas précisé en amont, mais c'est le cas. Parmi les sociétés qui présentent des objectifs, 100% présentent des objectifs portés sur la santé et la sécurité de leurs effectifs. 7 s'engagent sur l'égalité femmes-hommes, 5 sur les formations et 3 sur l'inclusion, notamment de salariés en situation de handicap. Voilà, c'était un message qui était pour certains acteurs assez dense. Nous, en tout cas, quand on a analysé l'une des recommandations qu'on peut faire pour l'année prochaine et qui a déjà été fait par certains acteurs, c'est de mettre en avant des indicateurs et des styles pour faciliter la lecture. Pour certains indicateurs, il y a une question de couverture, mais il y a aussi pas mal de phasing pour cette S1, je reviendrai après. Mais voilà, c'était un peu un enjeu des années prochaines. Et donc, systématiser peut-être que tous avoir des objectifs chiffrés pour plus d'IRO que simplement la santé et la sécurité, même un petit peu ouvrir le champ. Voilà. Je revenais juste, je pense qu'on peut avancer. Alors, je voulais revenir sur les questions de travail, la santé et la sécurité. Donc, dans les indicateurs publiés, donc il y a des indicateurs, donc ça c'est pas vraiment santé et sécurité, mais c'est un peu global. Les indicateurs liés à l'effectif sont publiés par tous les acteurs du panel, le nombre total d'employés, par genre, par type de contrat, c'est-à-dire contrat temporaire, les contrats CDI, etc. Le turnover a été publié par 7 sociétés sur 9, qui varie entre 10% et 25%. Il y a une société, je crois que c'est Vinci, qui a publié le turnover CSRD ainsi que le taux de rotation qui était pré-CSRD, donc c'est intéressant d'avoir ces deux données pour pouvoir les comparer. Et après, sur la partie santé et sécurité, les actions de travail ont été publiées par 8 sociétés, notamment le nombre et les jours perdus. J'ai mis en valeur une bonne pratique de EFH qui était vraiment une représentation assez graphique des principaux risques en termes de santé et sécurité pour ses employés. C'est assez visuel et ça permet de rendre compte qu'ils ont fait pour chacune de leurs filières, se concentrer sur la filière construction. C'est le but de ce benchmark. On peut passer à la slide d'après, qui est la slide de la diversité. Alors, donc la diversité, c'est un autre élément qui a été beaucoup repris par les sociétés. Donc, comme je l'ai dit, il y a 7 sociétés qui sont engagées sur l'égalité femmes-hommes avec plusieurs types d'objectifs. Ça peut être avoir un certain pourcentage de femmes dans les fonctions de direction ou de management. Ça peut être aussi des résultats sur l'index d'égalité femmes-hommes, ou ensuite, ça peut être aussi la limitation des écarts de rémunération. Concernant, donc ça c'était les objectifs, concernant les indicateurs principaux, on a quasiment toutes les sociétés, donc 8 sociétés sur 9 qui ont publié la répartition moyenne par tranche d'âge de salariés. Donc, ce sont des indicateurs CSRD demandés, donc avoir le pourcentage d'employés de moins de 30 ans, entre 30 et 50 ans et de plus de 50 ans. Et ensuite, le pourcentage de femmes dans les fonctions de direction. Et ça a été publié par 7 sociétés sur 9, donc entre 19% et 50%. Et ça, c'est un petit peu plus difficile à comparer, étant donné que ça dépend de la définition.
de ce qu'est une fonction de direction. Est-ce que voilà, ça varie selon les acteurs. On a des informations qualitatives hein, assez intéressantes, mais ça limite un petit peu l'exercice de comparabilité. Voilà, ce qui sont un ou deux exemples d'applications qui ne bénéficient pas de phasing. Côté plus tard. On peut avancer. Alors ensuite, je vais vous présenter donc deux indicateurs en termes de diversité. Donc le pourcentage de salariés en situation de handicap, qui lui pour le coup bénéficie d'un phasing pour les premières années, donc il n'était pas obligatoire, qui a tout de même été publié par 4 sociétés sur 9, donc ce qui est passé enfin, assez élevé. Donc voilà, j'ai mis un petit peu le range. C'est entre 0,8 et 5% de salariés en situation de handicap, ce qui est quand même un gap assez important. Quand les sociétés précisent leur définition de handicap, c'est sur les définitions françaises notamment. Ensuite, il y a la publication de l'écart salarial femmes-hommes, c'est-à-dire l'écart de rémunération, c'est le niveau de rémunération moyen des salariés hommes, moins le niveau de rémunération moyen des salariés femmes sur le niveau de rémunération moyen des salariés hommes. Voilà. Ça peut dire qu'il varie entre 30% et moins 16%. 30%, c'est-à-dire que les hommes sont payés en moyenne 30% de plus que les salariés femmes, et moins 16%, c'est-à-dire que les femmes sont payées en moyenne plus de 16% que les hommes. Alors, ce qu'on voit en fait, finalement, c'est que la plupart de ces ratios sont positifs, c'est-à-dire que les femmes sont moins payées. Ici, c'est moins 16%. Il s'agit en fait d'une classe spécifique de salariés, qui sont les employés, pour Altaria. Et c'est le cas, il y a un écart aussi pareil négatif pour sur Bouygues France pour un certain. Juste au périmètre France, en fait, il explique parce qu'il y a beaucoup de compagnons et que les compagnons sont une population assez masculine, donc sont des salaires plutôt moins élevés. C'est pour ça que la moyenne est négative. Voilà. Donc, certains acteurs vont préciser soit cet écart salarial global, soit ils vont préciser par type de poste, par pays. Il y a plusieurs granularités qui sont intéressantes. Et enfin, un autre indicateur qui est assez intéressant, c'est le ratio de rémunération annuelle, c'est-à-dire le ratio entre la personne la plus payée et la médiane annuelle de tous les employés, à l'exception de la personne la plus payée. Donc, ce ratio, il varie entre 8 et 134, donc avec une moyenne à 47. C'est un ratio assez large, mais on a dans notre panel des sociétés françaises et des sociétés transnationales, ce qui explique ces différences de rémunération. Voilà, je pense qu'on peut passer à la suite. Donc, je vous ai mis un exemple que je trouve assez intéressant de Covivio, de bonnes pratiques de transparence sur les salaires, notamment sur le ratio d'équité femmes-hommes, où c'est vraiment très détaillé, que ce soit par pays, par groupe, par type de poste, manager ou non, et ensuite le ratio d'équité, on voit vraiment le salaire moyen, le salaire médian, personne rémunérée, etc. C'est assez précis, assez intéressant. Ensuite, voilà, d'après, c'était pour parler des formations, c'est qu'il y a quelque chose qu'on retrouve dans une très grande partie des rapports. Donc, toutes les sociétés analysées ont donné des informations au moins qualitatives sur leur programme de formation. Et 7 sociétés sur 9 ont publié un indicateur sur le nombre moyen d'heures de formation de leurs salariés, qui est de 19, donc heures de formation annuelles par salarié, et qui varie entre 13 et 20. Je vous ai mis aussi un focus ici qui provient de documents de UCAD, où ils vont vraiment donner le détail des sujets de formation, un petit peu un graphique sur quoi sont formés les salariés permanents en 2024. Voilà, c'est une des conclusions de S1, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de choses sur les formations. Donc on peut passer à S2. Alors S2, c'est la partie travailleurs de la chaîne de valeur. Ça a été considéré matériel par 8 sociétés sur 9, donc c'est quand même assez élevé. Finalement, en fait, ce qu'on remarque, donc, que ce soit des sociétés de la construction ou de l'exploitation, la partie travailleurs sur la chaîne de valeur, il y a eu un axe qui a été un focus qui a été fait sur les travailleurs de chantier. Voilà, étant donné qu'il y a beaucoup de risques matériels, la santé et la sécurité sur les chantiers, ça ne pas grand-chose.
D'ailleurs, sur les impacts risques opportunités majoritaires, on voit la santé et la sécurité en premier. On fait partout, ça va avec des objectifs, des indicateurs, etc. Et ensuite, le sujet un petit peu des droits de l'homme sur la chaîne de valeur, ça va être tout traité selon l'axe du respect du droit international lié notamment au travail forcé ou au travail des enfants. Voilà, c'est plus le respect des conventions internationales à l'échelle du groupe. Donc sur ce standard, on a quand même 7 sociétés qui vont publier des objectifs. Nous, ce qu'on a, donc la plupart de ces objectifs vont porter sur la santé et la sécurité. Ça va être viser zéro accident sur chantier, ça peut être des objectifs liés à l'affichage, les consignes de sécurité, etc. L'un des enjeux pour l'année prochaine, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sociétés qui indiquent que c'est pas forcément évident d'avoir des indicateurs. Enfin, l'une des conclusions qu'on a, en tout cas nous, sur le SRS, c'est qu'il y a peu d'indicateurs. Ça peut être, il y a tout un enjeu de consolider la remontée de données en amont et en aval de la chaîne de valeur. C'est pas forcément évident sur des groupes transnationaux. Et ça peut être aussi, il n'y a pas forcément toujours non plus une présentation claire des parties prenantes qui sont incluses dans la chaîne de valeur, en tout cas qui sont inclus dans cette ESRS et dans les politiques présentées. Sur le slide d'après, j'ai pensé une bonne pratique qui est la présentation des travailleurs de la chaîne de valeur de URW, où ils vont vraiment présenter quels sont les travailleurs sur responsabilité directe et indirecte, et c'est un petit peu une représentation graphique du sujet. Voilà, c'est à peu près tout sur le SRS S2. On passe ensuite à le SRS S3, qui a été poussé matériel par toutes les sociétés de notre panel, qui s'intitule le SRS pour les communautés touchées. Voilà, en anglais, Affected Community, communauté affectée. J'ai repris vraiment les termes de la CSRD. Donc c'est assez intéressant. Finalement, ce qu'on retient de ce standard, c'est que la plupart des sociétés vont parler en fait d'impact économique et social sur le territoire, avec des formulations finalement assez variables. Donc, dans les impacts risques-opportunités, on a plutôt des impacts risques-opportunités spécifiques, c'est-à-dire hors annexe réglementaire de la CSRD. Notamment, beaucoup d'acteurs ont publié des éléments sur leurs actions en faveur des territoires, de la cohésion sociale, de la mixité sociale, de la relation saine et respectueuse avec les populations locales et sur le développement socio-économique local. Ouais, c'est assez large. Finalement, c'est un SRS qui regroupe beaucoup de types différents de parties prenantes. Vous en avez mis quelques-uns, notamment les riverains, les projets actifs, les usagers de l'espace urbain, les locataires résidents, les clients, l'entreprise locale, fournisseurs, ainsi que tout ce qui est personnes vulnérables et personnes bénéficiant d'emplois induits indirects, ainsi que les élus. Voilà. Donc il y a tout un sujet sur la possible dégradation de vie des communautés affectées dans le cadre de développement d'opérations. Ça, c'est le cas surtout pour les acteurs de la promotion. Sur les populations locales, notamment, il y a des sujets sur le risque de manque d'acceptabilité ou d'adhésion par rapport à certains projets. Pour les dynamiques socio-économiques, ça peut être aussi tout ce qui est impact positif. On va voir notamment dans S4. Et pour ce qui est cadre de vie, il y a tout ce qui est les risques qui sont cités, c'est les risques de nuisance, de pression foncière, d'expropriation, etc. L'une des conclusions qu'on a en tout cas sur S3 et qui se retrouve aussi sur S4, c'est qu'il y a des thèmes en fait qui se retrouvent un petit peu dans les deux. Ça dépend de où est-ce que les sociétés les ont placés. C'est vrai qu'on donc S3 communauté touchée, S4 c'est consommateurs et utilisateurs finaux, c'est aussi assez large. Ça peut être locataire comme les usagers du bâtiment. On peut avancer. Je vous ai présenté quelques types d'indicateurs et d'actions. Notamment les indicateurs, ça peut être le soutien à l'emploi local. Donc ça peut être assez large, notamment il y a des sociétés qui parlent d'accueil de stagiaires de seconde, par exemple, de troisième, ou ça peut être des bourses à l'emploi, notamment dans les centres commerciaux, ce genre de choses qui peuvent être réalisées. Les indicateurs liés aussi à l'impact sur le territoire. Ça peut être aussi les collectes de sang, la sensibilisation sur la santé, la distribution de repas, l'accès à la culture,
Là, on a beaucoup de types d'actions et d'indicateurs. En action, on a aussi le soutien financier à des ONG, les heures de volontariat. L'une des conclusions qu'on a sur cette USRS, c'est que finalement, il y a assez peu de cibles. Il y a seulement 2 sociétés sur les 9 qui ont des objectifs, qui sont plutôt des objectifs à court terme. Notamment, il y a la part de logements abordables et inclusifs construits et le développement de partenariats locaux au mécénat. Logement abordable, j'ai un peu plus le développé dans la partie S4, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont plutôt mis ici. L'enjeu, pour les prochains, en tout cas pour nous, ça serait peut-être d'avoir un peu plus d'indicateurs et d'objectifs sur cette ESRS. Et enfin, on va pouvoir finir la partie sociale sur le S4, qui est consommateur et utilisateur final. Bon, c'est le thème du texte, on peut dire également. Les impacts et opportunités majoritaires, ça va être la protection de la vie privée, qui a été notamment traitée par la protection des données. On retrouve encore la santé et sécurité des consommateurs et utilisateurs finaux. C'est vrai que le côté santé et sécurité, c'est quelque chose qui se retrouve dans tous les ESRS, sans surprise, que ce soit au niveau des salariés, de la chaîne de valeur, ou des utilisateurs finaux, des locataires, finalement, ou des utilisateurs. Donc certains acteurs aussi on considère comme impact et opportunité les pratiques de commercialisation responsable. Et enfin, il y a beaucoup d'impacts et opportunités spécifiques. Comme maintenant, on reparle encore ici de bien-être, mais là plutôt à l'échelle locataire et utilisateur. L'inclusivité, l'accessibilité des actifs, notamment personnes à mobilité réduite. Et donc, il y a certaines sociétés de notre planète qui parlent aussi de pouvoir d'achat client. Voilà, c'est que le sujet un peu phare de cette S4, c'est vraiment la question du logement à la fois abordable, inclusif. Il y a plusieurs formulations qui sont employées, logement pour tous. Ce qui est un petit peu accueil des populations fragiles, que ce soit économiquement, socialement. Notamment des acteurs qui parlent aussi de soutien à l'existence d'emprunt, de développer des nouvelles offres il y a beaucoup d'acteurs aussi qui vont axer cette ESRS sur le sujet de la crise du logement, donc répondre un peu à la difficulté d'accès du logement et qu'est-ce qu'ils font voilà, pour répondre à ce sujet. Une des conclusions qu'on avait aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être classés dans la partie URO, soit en impact positif, soit en opportunité sur le vecteur. Donc la question de l'opportunité, c'est plus le côté opportunité financière. Impact, c'est plus l'impact général sur la société. Voilà, comme je l'ai dit, on a 4 sociétés qui abordent la question de l'offre abordable. On a des cibles pour cette ESR qui sont assez variées, qui peuvent se baser soit sur des certifications ou des labels bien-être, sur les Net Promoter Score, ou ça peut être aussi des cibles sur la protection de données, j'ai dit sur la protection des vie privée, ou le fait de promouvoir les services et produits responsables. Là, je vais conclure cette partie sociale sur un exemple d'impact risque opportunité pour une classe d'actifs spécifique qui est la présentation de Clépierre, où ils ont vraiment publié à chaque fois leur sous-thème, leurs impacts risque opportunité par rapport à leur classe d'actifs de son commercial. Et on va pouvoir finir cette partie ESRS thématique avant d'entrer dans la taxonomie européenne par le SRS G1, le seul SRS gouvernance de la CSRD sur la conduite des affaires. Cette ESRS, il est matériel pour toutes les sociétés analysées. Il y a vraiment une emphase sur le thème un peu de la corruption, la protection des lanceurs d'alerte qui sont présentés pour tous les acteurs, avec plus ou moins d'indicateurs dessus, mais c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Notamment aussi tout ce qui est la présentation de la culture d'entreprise, quelle est en fait l'éthique des affaires, quelle est la culture d'entreprise de la société, et enfin tout ce qui est la relation avec les fournisseurs. Donc il y a en termes d'indicateurs le délai de paiement que je vous montrerai après des factures, ainsi que achat responsable, intégration critères RSE. C'est un petit peu à part sur S1, mais ça se retrouve un petit peu dans tous les autres ESRS sociaux, et ici aussi, finalement, on a assez peu d'objectifs précis. On a 2 entreprises qui ont, parmi les objectifs qui sont présentés, on a l'intégration des enjeux RSE dans les procédures internes et externes. Donc, par exemple, l'intégration de critères RSE dans les appels d'offres, l'évaluation des fournisseurs prestataires. Il y a un acteur aussi qui propose qui présente comme objectif la formation
de ses salariés qui sont exposés à risque de blanchiment, de corruption et de fraude sur une horizon temporelle d'ici 2026. Donc, sur la slide d'après, les indicateurs majoritaires de cette SRSG1, ça va être le délai de paiement des fournisseurs, qui a été publié par 6 acteurs sur 9. Vous avez à droite le délai moyen en jours de paiement qui est de 46. Donc, ensuite, on voit entre le délai en jours de paiement des factures qui varie entre 28 et à peu près 60 selon les sociétés. Ensuite, sur les indicateurs qui sont publiés par tous, on a les amendes liées à la corruption. Tous les acteurs indiquent ne pas avoir d'amende liée à la corruption, sauf un qui présente ses frais juridiques sur une affaire de corruption, ainsi que les mesures politiques mises en place. Donc, c'est vraiment le processus qui a été mis en place suite à une affaire de corruption qui a été réglée en interne. Ensuite, sur la partie contribution politique, toutes les entreprises déclarent ne pas avoir de contribution politique, de contribution financière à partir des campagnes. Et enfin, un autre élément qui est assez intéressant, c'est la question des dépenses de lobbying. Pour l'instant, on a 4 sociétés qui publient ce montant. Vous avez mis à droite, il varie entre 50 000 et 64 000 euros annuellement. Et en termes de bonnes pratiques, vraiment Nexity va aller dans un niveau de transparence qui est assez important, en tout cas pour cette SRSG1, où ils vont vraiment détailler à chaque fois sur quel sujet ils ont une action de lobbying, quelle action de lobbying a été entreprise et avec quel interlocuteur pour quel montant. C'est vraiment assez intéressant et ça montre un petit peu leurs agendas politiques, notamment, qui sont assez liés à la durabilité. Ils parlaient aussi par exemple, de la réhabilitation des bureaux en logement, ce genre de sujet. Slide d'après, je vous ai présenté notamment voilà, ils présentent un tableau avec leurs dépenses de lobbying interne et externe, leurs organisations d'appartenance, ainsi que les montants précis. Ouais, c'est assez intéressant parce que c'est vrai que c'est un disclosure, une exigence de publication qui était volontaire. Donc, ils sont vraiment allés assez loin dans l'exercice de transparence pour cette ESRSG1. Et enfin, une autre bonne pratique sur la slide suivante, c'est pour Bouygues, la présentation des fonctions de corruption. C'est l'une des indicateurs qui est demandé par la CSRD, c'est de présenter les fonctions à haut risque de corruption. Et ils présentent en fait du coup les programmes de formation pour diminuer ce risque de corruption sur les fonctions. Et enfin, la dernière je trouvais intéressant, c'était sur les délais de paiement des fournisseurs. Vinci, en fait, ils ont présenté par pays à la fois quel est l'environnement réglementaire, quelles sont les spécificités de Vinci, et ensuite par pays, quels sont beaucoup d'éléments quantitatifs, le nombre de factures arrivées à échéance, le moyen de de paiement, la part de factures payées dans les délais contractuels. Ouais, c'est assez intéressant et pareil, c'est un effort supplémentaire de transparence. Voilà pour la partie sociale et gouvernance. Je vais vous laisser conclure sur la taxonomie. On pourra ensuite prendre les questions. Avec plaisir. La taxonomie environnementale, sujet qui m'est cher. On a constaté un renforcement net de la robustesse des reportings du secteur. Donc, félicitations à vous, même si voilà, un certain nombre d'informations contextuelles ont pu disparaître pour faciliter la lecture. Néanmoins, on constate une amélioration véritable de la robustesse du reporting, peut-être poussée par le changement du mandat des commissaires aux comptes qui sont passés, pour rappel, de la lecture d'ensemble à la délivrance d'une assurance limitée. Ensuite, donc, on a beaucoup hésité sur la meilleure manière de vous présenter les ratios. Tout d'abord, c'est, vous voyez à l'écran, plutôt des ratios alignés sur éligibles. Hein. Ça traduit véritablement l'effort consenti par rapport au périmètre sur lequel on pouvait déployer cet effort. Et donc, ça nous paraît être le plus intéressant, d'autant plus que ce ratio devrait faire son entrée dans les futurs templates de la commission. Ensuite, on a hésité entre le publier et ce qu'on a appelé le corriger. On va prendre un petit peu de temps pour vous parler de cette différence méthodologique. Le ratio moyen publié, c'est celui qui reflète strictement les données communiquées par les acteurs, notamment dans les templates obligatoires. Et le ratio corrigé, on l'a estimé en remplaçant donc les 0% publiés par deux des 9 acteurs. On a remplacé cette valeur par la valeur de l'année précédente. On va voir un petit peu plus loin pourquoi.
Et du coup, on a décidé de ne pas choisir entre ces deux méthodologies. On vous a présenté les deux. Donc, en ratio, le plus intéressant pour moi, c'est quand même le ratio corrigé. On constate donc qu'on est à peu près en moyenne à 27%. Alors, la moyenne a été établie un acteur, une voix. Hein, on n'est pas pondéré cela par le chiffre d'affaires. Pour autant, ça donne quand même une vision un peu du secteur. Et donc, ce 27%, eh bien, il reflète une croissance de 24% sur donc l'activité de construction neuve depuis 3 ans. Donc, félicitations à vous sur cette partie-là. Pareil sur la partie rénovation, une nette augmentation de plus 51% depuis 3 ans, puisqu'on est désormais à 39%. Et puis côté foncière ou côté exploitation, pareil, une nette amélioration. On arrive maintenant à 57% du parc qui est aligné, du coup, avec du coup 21% de progression depuis 3 ans. Alors, on en a parlé, il y a des différences effectivement méthodologiques. Hein. Bon, j'écarte la partie exemption de matérialité sur les OPEX. De toute façon, on va probablement les voir disparaître l'année prochaine. Il est intéressant de souligner qu'il y a eu une une petite divergence d'approche sur la partie appendice C, le fameux appendice C, le DNSH pollution, qui a causé 30 problèmes cette année. Donc 30% d'entre vous ont eu une observation de leur CAC dans le rapport de durabilité lié au traitement du DNSH générique. 22% d'entre vous ont plutôt pris la décision plutôt plus prudente de se mettre 0 en alignement. C'est aussi pour porter le message qu'il fallait faire quelque chose sur cet appendice C. Et donc, voilà, deux se sont mis 0 sur cette partie-là. On espère, du coup, que cette disparité d'approche va être gommée l'année prochaine pour plusieurs raisons. À noter qu'il y a plusieurs consultations en cours de la Commission européenne sur ce sujet-là. Une sur l'opérationnalisation de ce DNSH pollution, quelles sont les bonnes pratiques qu'on identifie sur toute l'Europe et comment on va pouvoir eh bien, diffuser ces bonnes pratiques à un plus large panel d'entreprises. Sachez que le VAT Monitor participe à ces discussions et les monitors, on pourra vous les restituer quand elles viendront. Il y a aussi des discussions et des consultations sur l'ensemble des DNSH et sur leur simplification pour avoir une version ajustée dans les années à venir. Donc, patience, mais dès qu'on aura des informations, on pourra vous les transmettre. Sur ces DNSH pollution, il y a aussi un autre sujet, c'est clairement, est-ce qu'il faut en améliorer la rédaction, déjà supprimer le paragraphe supplémentaire qui enquiquinait tout le monde sur le CLP, ça c'est plus ou moins déjà acté. Voilà, est-ce qu'on va réussir à le faire, à réaligner le DNSH pollution sur les réglementations en vigueur? C'est pas tout à fait certain, tant la DG Envie semble attachée au principe de base de ce DNSH. Donc voilà, bien monitorer ces évolutions, ça fait partie des enjeux pour les années à venir. Donc, on sera là pour vous donner des informations quasiment en temps réel dès lors qu'on les aura. Et puis, il faut petit à petit réduire le recours aux extrapolations et monter en compétence sur la collecte de données. Hein, on a encore des acteurs qui extrapolent des informations qu'ils ont pu glaner sur une petite partie de leur parc et qui vont la restituer sur une partie plus importante. Ça, c'est encore autorisé, cette année. Vérifiez bien si vous souhaitez avoir toujours recours l'année prochaine à cette méthodologie, que votre commissaire aux comptes va l'accepter l'année prochaine. Sur la slide suivante, on vous a remis un peu les différentes courbes de progression. Alors, encore une fois, hein, elles traduisent des réalités vraiment différentes, notamment sur la partie CCM 7.1. Donc, on voit que, par souci de transparence, et on le salue véritablement, on voit du coup IKEA et Nexity qui ont plutôt choisi de se mettre 0 en grande partie à cause de ce DNSH pollution. Mais on note, et c'est très bien expliqué dans leur rapport, que si il y avait une interprétation un petit peu différente, ils auraient été beaucoup plus élevés. Donc, on n'attarde pas là-dessus. Sur les illustrations, là, on a mis en avant une pratique de Bouygues qui nous a paru importante parce que c'est pas du tout la pratique majoritaire. Donc, soyez vigilants là-dessus. Sur le DNSH éco-conception, donc DNSH de l'économie circulaire, il est
impératif, je répète, il est impératif de faire référence aux 4 piliers que vous voyez entre parenthèses. Ce n'est pas une option, c'est une obligation qui est rappelée par une fac de la Commission européenne. Donc, soyez vigilants là-dessus. Et puis, on salue aussi la transparence dont on fait preuve, donc Altarea et ICLAB sur la slide d'après, sur voilà, cette partie DNSH pollution, où on est très très précis sur, parce que c'est une thématique très compliquée, sur la méthodologie à mettre en œuvre. Et puis, on salue aussi le fait que ICAD compte l'année prochaine travailler sur cette partie-là et faire profiter de ces travaux, du coup, l'ensemble de la place. Donc, merci à eux. On les aidera d'ailleurs à réaliser ces travaux s'ils le souhaitent. Voilà sur cette partie taxonomie qui était, comme chacun sait, la partie la plus importante des ESRS, de la CSRD, pardon. Mais non, je plaisante, mais bon, il y a d'autres parties, toutes les parties sont également importantes. Mais ça nous permet d'arriver finalement au mot de la fin. Et le tien, du coup. Tout à fait. Merci pour votre participation et votre attention dans ce webinaire. J'espère qu'on m'entend mieux. L'une des conclusions de pourquoi on a fait ce benchmark, c'était vraiment de comprendre cette première appropriation de la CSRD par les acteurs immobiliers, de voir en fait si des pratiques de place qui se dégageaient, de mettre en lumière des bonnes pratiques et de voilà, comprendre à ce qu'on arrivait à une harmonisation des rapports de durabilité, à des objectifs et des référentiels communs ou non. Donc, comme on peut le voir, ça dépend forcément des ESRS. En tout cas, côté OID, on est en train de... On vous a présenté ce webinaire avec Deloitte et on a fait en plus de notre côté un rapport papier, un benchmark papier qu'on va publier dans une dizaine de jours à la suite de ce webinaire qui reprendra certaines conclusions et d'autres sur en tout cas ces 9 premiers rapports de durabilité. Merci pour votre attention et merci à Deloitte. Petit mot aussi de notre côté, parce que là, vous voyez les personnes qui vous parlent, mais ce travail n'a pas été réalisé sans l'active participation d'équipes plus larges. Je voudrais mentionner, du coup, côté de Deloitte, Léo Sportich et Lina Berthaud, qui ont largement contribué à l'édification des slides. Donc, merci. Merci. Tout à fait, écoutez, OID, Armand Retoué et Chloé Bertrand ont aussi beaucoup travaillé sur le fond de ce webinaire. Merci. Je vois une question, est-ce que les slides sont mis à disposition? Oui. Oui, on va les mettre à disposition. À noter aussi en événement à venir, on a une table ronde qui aura lieu le 8 juillet concernant l'utilisation de la taxonomie comme levier de transformation et dans les pratiques de durabilité et pour débloquer des accès finalement au financement. On aura dans cette table ronde Bouygues, Unibail et la Banque des Territoires qui nous font l'honneur du coup de leur présence. Donc n'hésitez pas à vous connecter. On fera passer les liens en même temps que les slides. Très bien. On peut peut-être traiter les questions. Ah, vraiment, j'ai toujours un problème de son. Alors, je sais pas. On a une question sur le plan de transition biodiversité, une question plutôt sociale, une question plutôt carbone. Voilà, puis la question de plan de transition biodiversité. Eh bien, c'est une bonne question. Quels sont les éléments finalement clés à mettre dans le plan de transition biodiversité? Eh bien, réponse de Normand, ça dépend. On n'a pas encore de version claire et précise de l'EFRAG, du contenu effectif d'un plan de transition, du climat d'ailleurs, mais du plan de transition en biodiversité. On a quand même des pistes réelles et sérieuses qui nous font penser que voilà, on devrait retrouver un certain nombre de choses. Léa, on a déjà mentionné un certain nombre tout à l'heure, mais il est vrai que la partie gouvernance paraît clé. La partie déploiement effectif des plans d'action, parce que faut bien garder en tête, mais c'est vrai aussi pour la partie climat,
que jusqu'à maintenant, on avait des engagements net zéro côté climat et des engagements côté biodiversité. Donc tout le monde devait être net zéro à telle échéance, etc. Et puis quand il a fallu mettre des euros sonnants et trébuchants en face, bah, on a vu des acteurs, quelques banques notamment, finalement bah, supprimer leur engagement, c'est-à-dire finalement ça va coûter très cher. Donc il est impératif de baquer chacune des actions et son plan et ses projections et ses engagements avec eh bien, des plans d'investissement qui soient véritablement dimensionnés correctement et qu'ils soient vraiment acceptés et qu'ils intègrent véritablement la stratégie des entreprises. C'est aussi ça le dernier point, l'intégration dans la stratégie et l'impact sur la stratégie sont tout à fait clés. Hein. Quand vous avez une analyse de risque maintenant globale, elle doit intégrer les risques climatiques. C'est plus quelque chose qu'on fait à côté. Ça s'intègre véritablement au business model de l'entreprise pour faire transitionner l'activité véritablement dans un monde aux ressources restreintes. Et j'ajouterais juste mesurer les progrès aussi. Absolument. Sanctionner tout cela par des métriques est un autre élément qui est crucial. On avait une question, c'est toutes les entreprises étaient alignées, avec une trajectoire alignée SBTI pour la partie carbone, j'imagine. Oui, elles y font toutes référence, hein, avec différents degrés d'ambition en fonction du scope auquel on se rattachait. Donc oui, elles étaient toutes validées par SBTI. Ensuite, une question. Bonjour, est-ce qu'il y a des entreprises qui ont évoqué ou mesuré dans le cadre des social topics des sujets de l'impact de l'immobilier sur la santé et le bien-être au-delà du chantier, type qualité de l'air, qualité acoustique, confort thermique, exposition aux perturbateurs endocriniens? Alors, j'avoue que la qualité de l'air et la qualité acoustique sont effectivement assez mesurées, que ce soit dans S2, S3 ou S4. Pour ce qui est exposition aux perturbateurs endocriniens, il ne me semble pas l'avoir vu dans les rapports. Ça, c'est pas, je crois que c'est pas un sujet qui a été encore beaucoup pris. Après, tout ce qui est confort thermique, je pense que ça va avec le côté adaptation au changement climatique également. Peut-être en guise de complément, c'est vrai que E2 n'a pas été quand même considéré comme matériel, donc toute la partie qualité de l'air intérieur, on l'a retrouvé là. C'était un choix un peu stratégique parce qu'on a vu quand même qu'il y avait déjà un certain nombre de SRS qui étaient considérés pas comme matériels par les émetteurs du rapport de durabilité. On peut considérer que par rapport à d'autres industries un peu plus polluantes, il y a des enjeux moindres, c'est vrai, quand même, dans le bâtiment, mais ils ne sont pas nuls, vous avez raison. Ils sont par ailleurs captés par le fameux DNSHC, du coup, côté taxonomie. Hein, les perturbateurs endocriniens, c'est une des catégories de l'article 57 de REACH. Donc, ça fait référence à la petite liste F hein, de l'appendice C. Et puis, on retrouve aussi un critère sur la qualité de l'air intérieur dans la taxonomie. Donc, quelque part, indirectement, c'est quand même un petit peu capté. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, on va pouvoir conclure. Je vois qu'il y a une main levée. Comme vous n'avez pas la possibilité de mettre votre micro, n'hésitez pas à écrire votre question dans le question-réponse. Peut-être l'autoriser ponctuellement. Ou on peut peut-être, oui. Je pense que j'ai désactivé pour tout le monde. Ah, attends, autorisé? Non, vas-y, je vais essayer. Je vois Richard Lafienne qui lève la main et il y avait aussi Pascaline juste avant. Donc. Je suis pas certaine de pouvoir. Non, Allô, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour et merci pour cette exception. Alors, la question que m'inspirait cette présentation, c'est est-ce que vous avez une étude comparative avec d'autres sociétés ou foncières européennes au moins sur le même sujet? C'est un peu les limites de l'exercice. On a décidé de se concentrer à date sur le secteur français. Il serait de bon ton de pouvoir comparer en effet les foncières les unes aux autres, y compris sur un périmètre plus large, vous avez raison. Donc la réponse est non, malheureusement, à date. Mais surveillez bien les publications. On a une publication globale côté Deloitte qui interviendra bientôt et les foncières feront partie des secteurs étudiés. Alors, je sais pas s'il y a une autre main levée. Moi, j'en vois pas. Mais... Non, c'est tout.
Merci pour la réponse. Merci à vous pour votre Merci à question. vous. Pas d'autres questions. Eh bien, c'est parfait. C'est donc qu'on a été parfaitement clair. Merci beaucoup pour votre attention. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions complémentaires, à nous contacter les uns les autres en message privé. Tout à fait. Merci encore pour votre attention. Merci à tous. Bonne journée. Merci, au revoir.